Alors, je souhaite la bienvenue à nos invités du Centre québécois du droit de l'environnement. Je vous rappelle que vous avez 10 minutes pour faire votre présentation et par la suite, nous aurons une période d'échange. Je vous demanderai de commencer par vous présenter ainsi que présenter les personnes qui vous accompagnent. À vous la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs, Mesdames, membres de la Commission. Mon nom est Michel Bélanger. Je suis président du Centre québécois du droit de l'environnement. Je suis accompagné aujourd'hui de Jean Barry, administrateur, et Mario Denis, membre du comité de travail qui a planché sur le mémoire qu'on vous a présenté. Le thème abordé par le livre vert est probablement un des plus importants et c'est ce qui a justifié l'ampleur du travail qu'on y a mis. On a réuni autour d'une même table, outre les administrateurs du centre, des professeurs d'université, de 4 universités, également 2 juristes, 2 avocats procureurs qui cumulent à eux 2 40 années au sein du ministère de l'Environnement, dont Mario Denis, qui était légiste au ministère. D'entrée de jeu, je voudrais simplement souligner, on ne repassera pas là, les recommandations qu'on fait, peut-être quelques thèmes. En introduction, on rappelle un élément très important qui devrait inspirer les travaux du ministère sur l'éventuelle loi. Ce dont il est question ici, le régime d'autorisation, découle principalement d'une mécanique de la loi en général, mécanique à l'intérieur de laquelle il y a probablement un des principes cardinal, en fait, qui est d'accorder à tout citoyen un droit à l'environnement. On s'est étonné un peu de ne pas le voir en introduction du projet de loi parce que c'est majeur. On n'a pas dans la loi un droit à l'autorisation. Alors, beaucoup de demandes qui vont être faites par beaucoup d'usagers du ministère, c'est-à-dire des clients, ceux qui demandent des permis, c'est une chose, mais le seul droit qui existe, c'est le droit à la protection de l'environnement donné aux citoyens. 19.1 et 46.1 de la Charte. On n'a pas beaucoup de droits dans la Charte qui sont reconnus à toute personne et celui-là, il l'est. Et chacun de ces droits-là sont balisés par différentes mesures, puis probablement que la plus importante mesure, ce sont les autorisations qui sont délivrées par le ministre. Et donc, à chaque autorisation délivrée, donc ce dont il est question ici, on enlève un peu du droit qui a été conféré par la Charte et en introduction à la loi sur la qualité de l'environnement, d'où les recommandations importantes qu'on fait en termes de transparence, d'égalité de traitement au niveau des droits là-dedans et de participation des citoyens, parce que ce sont leurs droits qu'on retire à chaque fois qu'on émet une autorisation comme ça. Donc, je vais d'entrée de jeu laisser la parole à Jean Barry qui va aborder certains aspects plus particuliers. Oui, merci. Merci de l'invitation. On a remis un volumineux mémoire, volumineux parce qu'il touche les cœurs de la mission du Centre québécois du droit de l'environnement. Je voudrais rappeler aux parlementaires, tantôt on a parlé de droit international de l'environnement, la déclaration de Rio de 1992, son principe 10, dit que la meilleure façon de protéger l'environnement, c'est de permettre l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement. 3 piliers fondamentaux. Et c'est rare qu'en droit international, on dit la meilleure façon. On ne dit pas une des bonnes façons. On a insisté. Et la déclaration en Europe, la déclaration d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement a rendu ces principes-là contraignants pour plus de 47 pays qui l'ont ratifié, ainsi que l'Union européenne. Nous, notre angle d'approche du livre vert, c'est d'essayer de retrouver ces 3 principes-là, développés par le droit international, dans les modifications, et certaines sont nécessaires, on reconnaît des avancées dans le livre vert, mais particulièrement sur la question de l'accès à l'information, ça nous semble assez timide. Je vais vous épargner l'ensemble des recommandations, on en a beaucoup, mais si je veux particulièrement sur l'accès à l'information en montrer une principale, ce serait d'avoir, qui n'est pas mentionnée au livre vert, une définition d'information environnementale, comme il existe dans le Code de l'environnement français, comme il existe dans une directive européenne et comme il existe dans la déclaration d'Aarhus. Dans notre mémoire, vous pouvez retrouver cette définition et tout renseignement, tout document qui tombe sous le coup de cette définition-là doit, et c'est ça les enseignements du droit international, être rendu public sans nécessité de faire une demande d'accès à l'information. Ça réglerait plusieurs problèmes qui ne sont pas mentionnés au livre vert, malheureusement, mais en 1978, quand on a donné le droit à la qualité de l'environnement, pour qu'il soit assuré, on a créé 2 dispositions dans la loi, l'article 118.4.5, 118.5, sur les contaminants et sur le registre des autorisations. Et pendant toute la décennie des années 80, au Québec, les citoyens, les groupes, tout le monde, on avait le droit
d'accéder à l'ensemble des autorisations environnementales qui étaient mentionnées au décret d'autorisation, ainsi que sur les documents qui sont mentionnés à un décret d'autorisation. Dans toute la décennie des années 80, c'était la position du ministère, c'était la position de la Commission d'accès à l'information. L'ensemble des citoyens québécois avaient accès à la totalité des renseignements qui concernaient les contaminants qui étaient remis au ministère avant même qu'ils soient émis. C'était l'application du principe de prévention. Si on a des renseignements sur les contaminations, seulement une fois qu'on est contaminé, on est très loin du principe de prévention dont il était fait mention tantôt. Donc, ça, c'était très beau pendant la première décennie des années 80, mais en 90, sans que le législateur change quoi que ce soit à ces dispositions-là, il y a eu des décisions des tribunaux administratifs qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'a plus accès à ces informations-là. Et c'est un problème grave pour les citoyens et les groupes environnementaux. Une définition d'accès à l'information ferait en sorte qu'on réglerait ce problème-là. Sur la participation du public, une des recommandations principales, ce soit qu'au niveau des consultations publiques, que ce soit pour les EES particulièrement, que ce soit le BAP qui fasse ces consultations publiques. Le BAP est un organisme crédible, reconnu, qui a de l'expérience. On a vu, heureusement, le Québec a commencé à faire des évaluations environnementales stratégiques depuis quelques années, mais les modalités ont varié énormément. Il y a eu des organismes privés qui ont fait de la consultation. On a sous-contracté les méthodes de consultation. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on adhère tout à fait à l'idée du registre d'évaluation environnementale, mais que dans tous les cas, que ce soit des évaluations environnementales stratégiques, la partie publique, la partie consultation du public, ça soit le bureau d'audience publique sur l'environnement qui la fasse. Sur ça, je vais laisser ma parole à Michel pour compléter. Oui, il y a quelques chapitres de notre mémoire qui vont à l'extérieur un peu du cadre des recommandations ou des orientations du ministère, mais on ne pouvait faire autrement parce que c'est fondamental. On termine sur un des aspects qui nous apparaît très important pour le ministère de regarder, c'est la question du droit d'appel des autorisations. Je l'ai mentionné en introduction, à partir du moment où on reconnaît que ces autorisations-là limitent le droit à l'environnement des citoyens, c'est difficile de comprendre que lorsque le ministre délivre une autorisation, il y a un droit d'appel prévu dans la loi, mais seulement lorsque le ministre le refuse ou modifie la demande telle que formulée par le promoteur. Lorsqu'il accorde l'autorisation, donc laquelle autorisation limite le droit des citoyens à l'environnement, ces citoyens-là n'ont pas un processus similaire dans la loi. Or, en droit, il est difficile de comprendre que si le ministre peut se tromper en refusant un permis, il ne puisse pas se tromper en le délivrant. Et c'est ce qu'on appelle un principe de justice fondamentale ici. Et si on se remet à réécrire ce chapitre-là, c'est fondamental de pouvoir rééquilibrer un peu à ce niveau-là. La question également de la protection de la liberté d'expression des scientifiques. C'est drôle d'être obligé de le demander ou de dire que ça, mais l'idée nous est pas venue de nous. Honnêtement, l'idée nous est venue en préparation du mémoire en avril dernier lorsqu'on a vu que les fonctionnaires fédéraux le demandaient. Et honnêtement, les dossiers qu'on a vécus dans les derniers mois, années, témoignent de la richesse, en fait, de l'expertise interne, mais de la nécessité que cette expertise-là puisse s'exprimer. On a d'autres recommandations un peu partout dans le rapport. Une chose importante au niveau de l'orientation 5, deux éléments. C'est la seule place où on a trouvé à le mettre, mais c'est une recommandation qui est transversale. Dès lors que le gouvernement veut investir des énergies dans les changements climatiques, on a parlé des milieux humides, on parle des espèces menacées, c'est clair il va falloir s'atteler sur l'encadrement du pouvoir discrétionnaire du ministre, parce que ça implique, on parle beaucoup de prévisibilité pour les promoteurs, mais ça implique que la loi, effectivement, balise cette discrétion-là pour les changements climatiques ou d'autres éléments, puis on le mentionne ici, en préservant les acquis que la loi donnait déjà. Et peut-être une piste de solution, on le reconnaît, difficile de mise en œuvre, mais qui est dans la loi sur le développement durable et dont le concept est absent du livre vert, c'est la question de la capacité de support des milieux. J'écoutais quelques questions tout à l'heure, notamment comment tenir compte des changements climatiques extra-territoriales dans le cadre d'un projet. Un des éléments, c'est dès lors qu'on doit tenir compte de la capacité de support du milieu. Le milieu, particulièrement quand on parle de changement climatique, ça ne va pas se limiter à l'impact sur le Québec, mais c'est une piste à explorer. Sur ce, on va vous laisser me poser des questions. Bien, merci. Nous allons passer à cette période de questions. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Bonjour, maître. Bonjour, messieurs. Sur justement votre dernier point, les impacts cumulatifs,
question assez fondamentale qui est ressortie beaucoup lors des pré-consultations qu'on a faites. D'ailleurs, je vous remercie d'y avoir participé. Comment concrètement, dans un éventuel projet de loi, on pourrait justement s'assurer de bien évaluer, de bien considérer les impacts cumulatifs d'un projet? C'est une très bonne question au niveau de la mise en œuvre. Un des éléments qu'on soumet, d'abord, ça doit s'appliquer à l'ensemble des processus d'autorisation. En fait, on ne fait pas beaucoup de nuances entre le processus des projets autorisés au BAP et tout ça parce que les principes devraient s'appliquer. Même chose pour les changements climatiques. Donc, une des suggestions qui est faite ici, et ça vaut aussi pour le fractionnement des projets, c'est qu'il faut effectivement prévoir dans la loi un mécanisme permettant à l'autorité décisionnelle, quelle qu'elle soit, que ce soit le gouvernement sous 31.1 ou le ministère sous 22, de pouvoir upgrader au niveau de l'évaluation là, un projet qui s'avérerait justement, dont les impacts s'avéraient plus importants, notamment au niveau des impacts cumulatifs. Autrement dit, un projet simplement soumis à 22 pourrait devoir être soumis à 31.1, le cas échéant. C'est une façon en cours de route. C'est vrai, on va vous répondre, oui, mais ça va choquer au niveau de la prévisibilité, ce genre de mesures-là. Mais des fois, on se trouve devant des situations où d'abord, la prévisibilité, c'est que la loi le prévoit. Ça, on a fait la moitié du chemin pour pouvoir annoncer les couleurs, mais il n'y a pas beaucoup d'autres mécanismes qui le permettent. Pardon. Allez-y. En fait, oui, je suis assez d'accord avec la position de Michel. C'est le problème qu'on a parce que vous allez avoir des listes, comme on a actuellement, des listes réglementaires pour définir des catégories de projets qui sont visés. C'est du cas par cas. Ça a le défaut de sa qualité, c'est que c'est des dispositions à caractère général et impersonnel. Ce qui fait que, comme l'a mentionné tout à l'heure Maître Piette, les mécanismes d'intervention en environnement se doivent d'être à la fois réglementaires, c'est ce qu'on a, mais aussi, je dirais, surtout, également basés sur la discrétion ministérielle. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la question des fractionnements, des mécanismes pour un peu parer au fractionnement. À partir du moment où, par réglementation, on fixe des seuils d'assujettissement, on n'a pas le choix. Il faut que la loi donne à quelqu'un, quelque part, soit au ministre ou au gouvernement, dépendamment de la nature des projets, la possibilité, le pouvoir, basé selon les circonstances, selon les caractéristiques du projet, par exemple, une capacité de production qui s'approche de beaucoup du seuil d'assujettissement. Et ça, pour avoir été au ministère de nombreuses années, on a vu tellement de fois cette situation-là. Malheureusement, on n'avait pas ce mécanisme-là, ce qui fait que, comme le projet passait en dessous, même parfois assez près, c'était manifeste que c'était volontaire. Finalement, la volonté du législateur ne s'y retrouvait pas. Alors, je pense que c'est certainement un des mécanismes d'attribuer au gouvernement. Alors, personnellement, je favoriserais le ministre parce que c'est lui qui est responsable de l'application de la loi sur la qualité de l'environnement. À mon avis, c'est une question qui devrait relever davantage du ministre que du gouvernement, même si ça a pour effet de transmettre à la procédure d'évaluation environnementale, dont le résultat est une autorisation gouvernementale. Je pense que ça devrait quand même incomber au ministre qui est responsable à la fois du développement durable et la loi sur la qualité de l'environnement. Merci. Un autre point, vous parlez dans votre mémoire d'une procédure de tri préliminaire pour structurer les enjeux d'un projet en termes d'impact. Pouvez-vous, sur ce point-là, encore une fois, au niveau opérationnel, au point de vue législatif, comment ça pourrait fonctionner, cette notion-là? On pourrait donner l'exemple du Canada jusqu'en 2012, au moment de la modification de la loi canadienne sur l'évaluation environnementale, ce mécanisme-là de tri existait, ce qui permettait, et c'est ça l'objectif, là, les mécanismes, c'est clair, et ça, on l'a omis de le mentionner en ouverture, mais on a déposé un mémoire très volumineux avec beaucoup de recommandations, mais nous, on offre notre totale collaboration au service du ministère pour poursuivre les discussions à l'ensemble des partis politiques parce que c'est quelque chose de très important et que souvent le diable se cache dans les détails. Là, c'est plus facile à dire on va tenir compte des changements climatiques, mais
le trouver, c'est plus compliqué. La question du tri préliminaire, ce qu'on appelle en anglais le scoping, c'est un peu cette idée-là aussi, c'est de donner le pouvoir au ministre dans certaines conditions, par exemple, comme Mario a dit tantôt, quand c'est tout près des seuils d'assujettissement, quand il y a des impacts sociaux, parce que la loi sur la qualité de l'environnement n'a pas nécessairement tient pas compte de ça, des façons de faire en sorte qu'un projet qui passerait sous la barre des évaluations environnementales, qui ne permettrait pas des mécanismes d'information et de participation du public, alors que les enjeux sociaux sont importants et qu'il y a une demande sociale importante pour ça, de pouvoir le faire. Ce qui est au Québec, notre loi, depuis 1978, malgré toute la bonne volonté qui avait été affichée à l'époque, ça n'avait pas été prévu. Et c'est clair que c'est une chose qu'on pourrait... L'intention est louable de le proposer. Sur le BAP, vous proposez d'élargir... Ah, vous vouliez poursuivre? Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Juste, monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, pour éclairer peut-être davantage le propos de Jean, c'est effectivement un des problèmes très importants qu'on a actuellement avec l'application de l'article 22, où le ministre doit considérer les impacts biophysiques. Mais à partir du moment où, et ça on l'a vécu à de nombreuses reprises, à partir du moment où il y a un problème d'acceptabilité sociale important, c'est là que le ministre est un petit peu coincé. Et l'expérience nous a révélé qu'il faudrait effectivement que le ministre, par toutes sortes d'artifices, enfin pas d'artifices, mais de mécanismes, le ministre a réussi à transmettre le dossier au BAP pour une enquête sous 6.3, mais c'est un bricolage. Disons-le, c'est un bricolage. Généralement, les promoteurs s'y prêtent, heureusement, parce que ça pourrait être de nature à être contesté judiciairement. Et je pense que dans le cadre d'une réforme, il faudrait absolument que le ministre ait également le pouvoir face à des impacts sociaux avérés où la population veut s'exprimer, est inquiète et préoccupée, que le ministre puisse plus facilement, dans le contexte de 22, demander une consultation publique, par le BAP ou autrement. C'est bon? Pour le BAP, justement, on proposait d'élargir ou de donner plus de mandats au BAP. Justement, vous avez donné beaucoup d'exemples d'autres juridictions. Dans ce cas-ci, est-ce que vous avez d'autres exemples où, justement, un organisme de consultation publique là, similaire au BAP s'est fait conférer le type d'élargissement de mandat? Puis, si vous pouvez approfondir là-dessus et comment ça s'opérationnalise également? Je pourrais parler de la France, l'équivalent du BAP, d'ailleurs, qui s'appelle la Commission nationale de débat public, qui se dit souvent, qui a été très influencée par le BAP. Dans leur documentation, ils mentionnent ça. Eux, on leur a accordé des pouvoirs, on appelle ça les pouvoirs de saisine, donc de se saisir eux-mêmes de certains dossiers qui font l'objet de débats sociaux jugés majeurs par les membres de la Commission nationale de débat public, ce qui n'existe pas au Québec, mais l'ancêtre du BAP, avant 1978, il y avait le Conseil de coopération environnementale, ça existait. Le Conseil consultatif d'environnement, excusez, je me mélange avec l'autre, qui, lui, avait ce propre pouvoir-là de déclencher lui-même des audiences publiques, qui n'avaient pas la formalité du BAP, là, mais pour aller plus loin sur des questions, des enjeux jugés majeurs. En France, la même chose, la Commission nationale de débat public peut être saisie par un certain nombre de parlementaires. Il y a une mécanique qu'un certain nombre de parlementaires, on pourrait penser ici, par exemple, à une application du principe de subsidiarité, une MRC ou plusieurs MRC ensemble puissent faire une demande au ministre sur un sujet qui touche cette région-là pour qu'il y ait un examen public, une consultation publique sous la gouverne du BAP, selon les règles de participation et d'information qui ont été élaborées par le BAP depuis près de 35 ans, et que ça soit prévu, que ça soit encadré. Ce serait prévisible. Mais ça permettrait, à l'heure actuelle, tous les mandats du BAP reposent sur vos épaules. C'est seulement vous qui pouvez donner un mandat du BAP. C'est beaucoup de responsabilités et il y a d'autres parlementaires et depuis le temps, vous avez demandé un exemple, en France, on a prévu d'autres modalités pour enclencher le travail de la Commission nationale du débat public. Monsieur le député de Mégantic. Merci, M. le Président. Bonjour, plaisir de discuter, puis vous avez une mémoire intéressante, beaucoup de bagages, par exemple.
Mais je voudrais vous entendre sur une couple de sujets qui me rejoignent un peu. La première, c'est la liberté d'expression des scientifiques. Il y a, selon moi, là-dedans, toutes sortes de trappes, là, puis j'aimerais comprendre ce que vous voulez dire par ce commentaire-là. On a cherché des exemples. D'ailleurs, chaque recommandation qu'on fait, on tente de trouver des exemples. Il y a 2 volets possibles. Il y a, tout en matière de relations de travail, la protection des emplois pour permettre à un fonctionnaire de pouvoir... mais puis ça s'applique aussi à des tiers employés. Donc tout le volet des relations de travail, une protection contre le congédiement pour insubordination, par exemple, dès lors que ces gens-là ont travaillé ont des connaissances scientifiques et qui sont appelés à devoir les exprimer. Donc essayer de permettre cette expression-là. Et le deuxième volet tributaire à ça, c'est la question dans l'intérêt public. On donne quelques exemples, dont le Code civil le donne également en termes de responsabilité civile, mais c'est de permettre à quelqu'un qui a de l'information sur un enjeu d'intérêt public de pouvoir en saisir la communauté en général. Donc, c'est vraiment, c'est finalement permettre à ce que le discours scientifique puisse s'exprimer plus librement, sans contrainte. Vous parlez aussi de limiter le droit d'accès à l'environnement par la population ou les citoyens, mais que le ministre ne travaille pas sur cet élément-là, mais travaille à délivrer des permis qui, eux, limitent l'accès à l'environnement. Toute activité anthropique, selon moi, limite l'accès à l'environnement ou l'affecte d'une forme ou de l'autre. J'aimerais ça que vous éclaircissiez un peu ce que vous dites dans cet état de fait-là. C'est-à-dire que c'est un principe juridique qu'on pose, c'est que dans la charte, il y a une mesure qui dit toute personne a droit à un environnement dans la mesure prévue par la loi. La loi, c'est la loi sur la qualité de l'environnement. On a le même principe à l'article 19.1. Toute personne a droit à l'environnement dans la mesure prévue par les différentes autorisations. Et ce qu'on dit simplement, c'est qu'à partir du moment où ce principe-là est posé dans 2 textes de loi, dont un très fondamental qui est la charte, ça devrait être en toile de fond de toute cette procédure-là d'autorisation. Donc, autrement dit, lorsqu'on dit dans notre mémoire que lorsqu'une demande d'autorisation est déposée, que cette demande-là soit faite à l'insu même des gens qui vont découvrir qu'on est en train de porter atteinte au droit qu'on lui aura concédé dès lors que le bulldozer va débarquer, parce qu'à l'heure actuelle, tout projet sou 22, il n'y a aucune pré-publicité qui est donnée. Donc, autrement dit, tu te trouves à la dernière minute si tu veux défendre ton droit, parce que tu estimes que tu aurais voulu être entendu sur cet enjeu-là, mais tu es obligé de prendre une injonction en catastrophe et la balance des inconvénients, et là, tout déboule. C'est des choses qu'on a vécues dernièrement. Donc, y compris pour la transparence, donc du début du processus jusqu'à la fin, dès lors qu'on a comme souci que ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est pas de limiter les promoteurs dans le droit de développer, c'est de limiter les gens dans le droit de protéger la qualité de leur environnement. Et c'est un paradigme qu'on doit avoir oui, vous avez raison, dès lors qu'on pollue, on est en train, mais quand on pollue, c'est que c'est un privilège qui est donné à quelqu'un parce que en matière civile, par exemple, pour faire un parallèle, 2 voisins ont des droits, ont chacun le droit d'être propriétaire chez eux, donc toute la question des troubles de voisinage. Mais la fiction juridique, c'est, moi je suis chez moi, j'ai le droit de faire ce que je veux chez moi, dès lors que je prends de l'air et que de par cet air-là, je le souille, et que je libère mon voisin à côté qui, lui, a le droit à la même air, lui peut se plaindre que tu m'enlèves une partie de mon droit à l'environnement ici. Et ce même droit-là est balisé par des permis. Alors, c'est un rôle extrêmement important que le ministre a, dès lors qu'il émet autant de permis qu'il peut émettre. Je dis pas que c'est un tort, mais c'est que la procédure dans laquelle ça s'insère doit permettre aux gens aussi, à qui on a donné des droits, de défendre ce droit-là, dans l'hypothèse où, effectivement, il peut y avoir un accroc. Ou ne serait-ce que de connaître. Si j'ai le temps pour compléter sur cette question-là, l'article 19.1 est suivi par l'article 19.2 et c'est pas une coïncidence. C'est le droit à l'injonction qui a été accordé en 1978 pour faire respecter le droit qui est accordé à 19.1 dans la mesure des autorisations. Et ce qu'on fait, ça rejoint la question de l'accès à l'information. Si vous n'êtes pas capable de connaître le contenu des autorisations qui ont été délivrées par le ministère de l'Environnement,
comme municipalité, parce que ce droit-là n'existe pas pour les municipalités. Vous irez en parler à de nombreuses municipalités qui se sont fait rabrouer devant la Commission d'accès à l'information. Si vous n'avez pas accès aux autorisations qui ont été décidées, délivrées en toute justice, en toute bonne foi par le ministère de l'Environnement, votre droit de prendre une injonction pour faire respecter les conditions d'autorisation, ça devient un droit très, très théorique. Votre droit à la qualité de l'environnement dans la mesure des autorisations, vous n'êtes pas au courant des autorisations. Et ça s'est vérifié même à la suite de projets qui ont passé devant des procédures devant le BAP, la rivière Macpaille. Il n'y a jamais personne au Québec qui a été au courant du débit réservé qui avait été accordé par le ministre de l'Environnement de l'époque sur la quantité d'eau que devait laisser s'écouler la petite centrale hydroélectrique. Et ça avait des impacts sociaux, parce qu'il y avait des gens qui faisaient du kayak, mais sur la faune, la flore, etc. C'est anormal. Il y avait des avis, des recommandations du BAP sur cette question-là. Il y avait eu des engagements publics du promoteur. Quand les gens ont fait une demande d'accès à l'information, ils n'ont jamais été capables de retrouver l'autorisation sur les débits réservés parce que c'était mentionné à un document fourni par un tiers sur le certificat d'autorisation. Et les règles, la loi sur l'accès, malheureusement, s'appliquent dans ce temps-là. Et ça va à l'encontre du droit de 19.1. C'est une illustration concrète. Merci. Nous allons passer maintenant, d'épuiser cette partie-là, nous allons passer maintenant en opposition officielle. Je donne la parole au député de Jonquière. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je veux saluer M. Bélanger, Barry et M. Denis. Merci beaucoup de votre présence. Et on reconnaît bien le CQDE là, avec un mémoire de plus de 90 pages, extrêmement fouillé, en pleine période estivale. Alors, je veux vous remercier pour cet apport très, très important. Je voudrais vous entendre davantage sur la question des impacts versus les risques, parce que c'est quand même un pilier important du livre vert, de faire un régime fondé sur les risques. À la page 38 de votre mémoire, vers le bas, là, vous dites « Compte tenu de ce qui précède, il est difficile de comprendre en quoi la réforme proposée est essentielle ou porteuse de changements significatifs à l'égard du risque environnemental. » Autrement dit, vous dites « C'est déjà au fond sur la base du risque et vous ne voyez pas ce que ça va changer. » Et à la page 40, vous dites « Par ailleurs, avant les recommandations, là, le recours à la notion de risque plutôt que d'impact nous apparaît problématique car il introduit un aspect de sensibilité moins objectif qu'en matière d'impact, tout en s'écartant de ce que prévoit le droit international. » Alors là, je veux être sûr de bien comprendre ce que vous nous proposez. Est-ce que vous proposez de renverser complètement la vapeur quant au fondement même du livre vert qui est basé beaucoup sur les risques pour davantage fouiller les impacts? Pourtant, dans le livre vert, on nous fait référence à des exemples extérieurs là, d'autres juridictions. Et là, vous faites référence au droit international. Donc, allez-y un peu plus là-dessus. Quelques petits morceaux. On pourrait être très honnête avec vous. C'est un sujet qu'on a discuté beaucoup, puis on était partagés parce qu'on comprend pas ce qu'on... quand on dit on souhaiterait avoir la réflexion, notamment les règlements avant, mais également la mécanique qui nous amène à discriminer de l'un ou l'autre des projets, c'est qu'on comprendrait à ce moment-là qu'est-ce qui sous-tend le jugement derrière une approche plutôt que l'autre. De prime abord, on a d'importantes réserves parce qu'on a fonctionné par impact jusqu'à ce jour, donc par la qualification de projet en fonction des impacts. À partir du moment où on rentre la notion de risque, on trouve que quand on dit on en ajoute du subjectif, c'est qu'on est sur un autre terrain. De discrétion, autrement dit. Vous trouvez que ça laisse un peu trop place à la discrétion? Non, c'est-à-dire qu'un projet, on pourrait penser qu'un projet qui a beaucoup d'impact, mais qui n'entraîne pas de risque pour des usagers, on n'aurait pas le même traitement. Le risque environnemental implique que quelqu'un se plaint d'une situation plutôt qu'un impact objectif qui est mesurable. Ça, il y a cette composante-là qu'on pourrait éventuellement mieux comprendre par après, dès lors qu'on aurait le raisonnement qui sous-tend les risques. OK. Les risques. Et ce raisonnement-là, vous déplorez qu'on ne puisse y avoir accès, au fond? Oui? Ben, en fait, si vous permettez, oui, en fait, je pense qu'il s'est demandé dans le mémoire, il faudrait à tout le moins que, parvenir à l'étape législative du projet de loi, on puisse disposer
des divers projets de règlement, des propositions de réglementation et également de l'argumentaire, le justificatif pour chacune des catégories de projets. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faudrait disposer également du justificatif parce qu'à prime abord, effectivement, on ne voit pas tellement, en tout cas personnellement, j'ai pas tellement compris la différence entre ce qui est proposé par rapport au système actuel, où on retrouve, je veux dire, et c'est annoncé dans le mémoire, là, à risque élevé, bon, ça correspond aux impacts importants en 31.1 suivant. Risque modéré, la catégorie résiduaire, c'est déjà ce qu'on a. On a des exclusions réglementaires de 22 pour des projets de moindre impact ou des projets qui sont déjà réglementés par d'autres législations. Je pense à milieu forestier, par exemple, sont exclus d'autorisation ministérielle parce que c'est déjà couvert par d'autres législations. Et finalement, les risques faibles par la jurisprudence et également par une directive ministérielle. Et ça, je trouve que c'est un plus parce que là, la directive ministérielle, c'est toujours un petit peu vasouilleux. Là. Je m'excuse, là, mais enfin, il y a un peu. Alors que là, au moins, on va le fixer par voie réglementaire. Là-dessus, on trouve ça intéressant. Et ça, dans la mesure où on comprend ce qui sous-tend les listes, parce que même les listes actuelles, il y a quand même on en parlait, je suis en venant tout à l'heure, mais il y a le règlement qui exclut de l'application de l'article 22 une série de projets. Donc, on a là-dedans des barrages de castors, l'enlèvement de barrages, mais on a aussi les projets immobiliers. Et là, on ne parle pas du tout de la même chose. Et il y a eu un jugement de valeur qui a été porté il y a très, très longtemps. Pourquoi on a écarté les... Alors, le jour où on va comprendre ça, et d'ailleurs, la recommandation qu'on fait qui permettrait éventuellement de monter de catégorie, il va falloir qu'effectivement qu'on comprenne bien ce qui sous-tend chacune des catégories, ne serait-ce que pour permettre de comprendre pourquoi le ministre, éventuellement, déciderait de monter un projet d'une autre catégorie, parce que là, on n'est plus du tout dans ce qui a justifié au départ de mettre ces projets-là à cet endroit-là. C'est quand même gros, ce que vous dites, parce que c'est une mesure importante qui est annoncée dans le livre vert, et si vous, au CQDE, vous dites que vous n'êtes pas sûr de bien comprendre, ça va pas bien. Mais non, mais quand on passe de 5 000 à 3 000, là, bon, les 2 000 qu'on laisse de côté, il y a bien quelqu'un qui a fait cette réflexion-là au départ, là, on les laisse de côté. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop petits, trop gros, ils passent à un autre régime. Pourquoi passer à un autre régime sur ceux-là? Et oui, non, autrement dit, c'est pas une révolution qu'on demande, on demande juste de comprendre ce qui va sous-tendre chacune des listes. OK. Et pour comprendre ça, vous voudriez avoir, même dès maintenant, un peu plus la logique qui est derrière ça et on n'a pas présentement entre les mains. Mais cette logique-là, elle serait où? La logique, j'imagine qu'au ministère, d'ailleurs, il y a eu plusieurs travaux de fait. C'est pas une génération spontanée. Comme le disait le ministre dans les documents rendus publics, ça repose sur un certain nombre d'études préalables auxquelles j'ai eu le bénéfice de participer, d'ailleurs. Et on a déjà des listes. C'est pas tout à fait dans la même approche, mais ça devrait pouvoir servir. Je suis sûr qu'on est certain qu'on dispose déjà au ministère de projets. On a déjà une bonne idée de ce qui devrait rentrer dans une ou l'autre des catégories. Sauf que, en tout cas, on demande à voir. Et quand on parle de déclaration de conformité, par exemple, pour certains risques plus faibles, on veut le régime actuel qui est déjà dans la loi, mais qui est là depuis 20 quelques années, puis c'est pas encore en vigueur. Moi, je sais pourquoi. Parce qu'on a essayé de le mettre en vigueur pour plusieurs types d'industries réglementées, où on aurait simplement qu'à déposer une déclaration de conformité. Le problème, comme je le mentionnais tout à l'heure, la réglementation, le défaut de sa qualité, c'est que oui, il y a plusieurs activités qui se trouvent à rentrer dans les normes réglementaires et il suffirait généralement d'une déclaration de conformité, ça pourrait aller. Mais le problème, je pense entre autres aux carrières sablières, le problème, c'est que dans plusieurs situations, il y a des problématiques particulières, ce qui fait qu'on n'a pas osé aller de l'avant parce qu'on risque d'avoir trop de problèmes particuliers. Et là, on est tiraillé, est-ce qu'on va de l'avant, on n'y va pas de l'avant. J'ai hâte de voir comment le ministère va dans les prochaines listes, là, c'est pas évident. Par contre, dans le domaine agricole, il y a beaucoup de succès. Un avis de conformité pour des tas de fumier ou des tas de matières fertilisantes, ça fonctionne bien. Donc, ça serait éclairant pour tout le monde d'avoir ces références-là avant la fin des auditions. J'imagine que c'est l'intention, probablement. J'espère, oui. On va questionner là-dessus. Écoutez, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je ne peux pas faire autrement que vous questionner aussi sur vous étiez là tout à l'heure quand on était avec le barreau sur la question de la compétence québécoise en matière d'environnement. Je voudrais vous entendre un peu plus là-dessus avec le peu de temps que nous avons, genre 1 minute, j'imagine, ou 1 minute et demie. Là. Donc, parce que c'est des enjeux importants, TransCanada, Belle-Dune, Port de Québec, je vous nomme juste ces 3-là. Je vais vous entendre un peu plus.
là, on a regardé beaucoup. On l'a regardé, on regarde encore beaucoup cette question-là. Et selon nous, oui, effectivement, il y a des problèmes. Il peut y avoir des problèmes sérieux de compétences dépendant des décisions qui pourraient être prises. Mais selon nous, il y a une compétence qui doit être assumée par le gouvernement du Québec, ne serait-ce que constitutionnellement. En théorie, un projet relevant du fédéral, comme on l'entend, relève également du provincial. Des fois, on pourrait même penser qu'à l'inverse, que le fédéral se permet d'évaluer des impacts qui sont strictement de compétences provinciales, ça pourrait soulever un problème aussi à l'envers. On ne le voit pas souvent comme ça. Et donc, oui, là, il y a une place à prendre. Là où on peut reconnaître qu'il y a une difficulté, c'est d'abord, au niveau de l'évaluation environnementale, ça nous semble évident que le Québec doit exercer sa compétence pleinement. Quand on est rendu à la seconde étape pour lesquelles on nous dit « vous n'avez pas d'affaire à rien dire », non, ça, c'est pas vrai. Au niveau de l'émission d'une autorisation quelconque, il y a un champ énorme qui doit être occupé. La façon de l'occuper peut être effectivement délicate, dès lors c'est un peu je vous donne c'est comme ça qu'on le comprend jusqu'à maintenant, mais c'est possible aussi que ça évolue, ou dans un avenir très prochain, il y a même une cause, puis c'est des sujets qui montent à la Cour suprême, vous l'avez souligné tout à l'heure. Mais tu peux réglementer, tu peux ne pas dire que ton pipeline ne passera jamais. Tu peux dire ton pipeline ne passera jamais ici, par contre. Ou tu peux dire ton pipeline devra avoir telle valve en amont de la municipalité, puis à telle distance de. Donc, il y a un exercice qui peut être fait au niveau de la mise en œuvre sans nécessairement bloquer l'exercice d'un projet qui relèverait, par exemple, du fédéral. Et les terres agricoles, la façon de les protéger, il y a une foule de sujets qui doivent être exercés par Québec. Merci. Je vais passer maintenant la parole au député de Bordua. Merci. Bonjour à vous. Merci pour votre contribution. En lien avec la question du député de Jonquière, est-ce que vous croyez qu'il devrait y avoir une révision de l'entente Canada-Québec en matière environnementale? Pour avoir travaillé un peu à l'époque, j'ai eu la chance de faire mon stage barreau au BAP. Et c'était au moment de la négociation de la première entente Canada-Québec sur l'évaluation environnementale, l'entente qui a été modifiée ultérieurement. Il y a eu des changements involontaires d'une certaine façon parce que cette entente-là, par exemple, le fameux projet Énergie-Est en 2012, avec les changements qui ont été apportés par le gouvernement Harper, on a enlevé l'évaluation des oléoducs de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. L'entente signée entre le Québec et le fédéral, c'est entre l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Il n'existe aucune entente entre l'Office national de l'énergie et le ministère de l'Environnement. Donc, pour cette entente-là, elle pourrait s'appliquer, et elle devrait s'appliquer, les projets où la compétence conjointe, et il y en a eu dans l'histoire, où on a eu des rapports, des mémoires conjoints. Il y avait 2 commissaires du BAP, un commissaire de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, qui chacun, selon son partage de compétences, c'est une compétence partagée, rendait public son rapport et dans le respect des 2 lois. Le texte de l'agence de l'entente le dit expressément, il faut que ça respecte, et c'est normal dans un État de droit, les exigences de la loi québécoise sur la qualité de l'environnement et les exigences de la loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Le problème qu'on a présentement dans l'actualité, c'est que les projets d'hydrocarbures ne relèvent plus maintenant de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Le port de Québec est un exemple différent qui nous préoccupe grandement aussi, mais les projets d'hydrocarbures ont été transférés en 2012 à un autre organisme fédéral, l'ONE. Donc, l'ONE n'est absolument pas lié par l'entente québécoise Canada-Québec sur l'évaluation environnementale des projets. En lien avec le BAP, à votre recommandation 23, à la page 14, vous parlez de démocratisation au niveau du processus de nomination. Pouvez-vous nous en dire davantage? Encore là, ça, c'est une demande de très longue date. Je pense que, je suis convaincu, le rapport Lacoste de 1988, vous savez que 10 ans après qu'on ait établi la procédure d'évaluation et d'examen, on avait mandaté un comité externe qui était présidé par le recteur Lacoste de l'Université de Montréal. Rapport Lacoste qui avait mis un certain nombre de recommandations, on en reprend plusieurs dans notre mémoire, mais parlait déjà, après 10 ans d'expérience, du processus de nomination. Et on a vu ces dernières années, d'un côté comme de l'autre, des nominations qui on pouvait questionner, questionnables. Et pour nous, le CQDE, on est des partisans du Bureau d'audience publique sur l'environnement et on considère que les responsabilités de cet organisme-là nécessiteraient que ce soit l'Assemblée nationale qui nomme les gens, minimalement le président du BAP et le vice-président du BAP, idéalement l'ensemble des commissaires à temps complet, et qui ait même des mécaniques aussi
pour faire en sorte des critères, des appels d'offres pour le nommer, parce qu'il y a de plus en plus, il y a beaucoup de commissions du BAP où c'est des commissaires adjoints qu'on appelle, et qu'il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de compétences minimales exigées. Vous pouvez vous ramasser commissaire à temps plein du BAP sans jamais avoir été commissaire à temps partiel, ni même avoir aucune expérience. Et on sait que les audiences du BAP, ça prend un certain doigté, une certaine expérience pour garder le décorum, ce que nous envient nos petits cousins français quand ils viennent assister à des audiences du BAP. C'est le décorum qui préside aux audiences, ou c'est pas une foire d'empoigne. Donc, oui, nous, on favorise que ça soit sous l'exemple un peu de l'Ombudsman ou de la Commission d'accès à l'information, que ce soit une nomination de l'Assemblée nationale qui nécessiterait les 2/3 des membres de l'Assemblée nationale. Donc là, on aurait des gens dont l'impartialité, la compétence serait plus crédible que des nominations qu'on peut souvent, à tort ou à raison, nommer de partisans. Et donc, ça assurerait une totale indépendance du bureau Ça d'audience. améliorerait grandement l'indépendance. Voulez-vous rajouter? Non. J'aimerais aborder le sujet de la définition du secret commercial, où vous en traitez un peu dans votre mémoire, mais on constate qu'il y a une problématique au niveau de l'accès à l'information lorsqu'on invoque le secret commercial. Donc, pouvez-vous nous dire l'impact et puis parfois est-ce qu'il est invoqué à juste titre ou on invoque le secret commercial pour dire... Dans toutes les législations de la planète, la question du secret commercial ou du secret industriel fait l'objet de vastes débats et est un enjeu au niveau de l'environnement, mais dans plusieurs des législations les plus modernes, on restreint l'utilisation du secret, parce qu'il y a une différence entre, tantôt j'ai entendu, un renseignement de nature commerciale puis un renseignement de nature industrielle, c'est pas un secret industriel ou un secret commercial. Malheureusement, au Québec, la Commission d'accès à l'information en matière sur ces questions-là a fait en sorte maintenant, et ça allait à l'encontre de ce qui avait été exprimé par les législateurs de l'ancien ministre Marcel Léger en 1978, que c'est les entreprises qui ont le droit de veto sur les informations de nature commerciale, industrielle, financière. Tantôt, je donnais l'exemple du débit réservé. Pour l'entreprise qui a refusé de lever son veto sur ça, le débit réservé et la quantité d'eau, selon elle, c'est un renseignement de nature commerciale parce que son compétiteur, s'il sait la quantité d'eau qu'il laisse passer, il va savoir sa rentabilité. Donc, pour lui, c'est un renseignement de nature commerciale, financière, technique ou industrielle. Pourtant, l'eau, c'est une ressource commune, res communes en droit. C'est inappropriable. Personne ne peut s'approprier de l'eau, mais dans notre pays, on peut s'approprier de l'information sur l'eau, ce qui est une contradiction. Et aussi, en 2009, le gouvernement de l'époque a voté une loi sur l'eau qui fait de l'eau un patrimoine commun de la nation. C'est un peu absurde, illogique, que ce qui est un patrimoine commun de la nation peut être affecté dans le plus grand total des secrets. Maître Piette en a parlé tantôt, par exemple, des législations New Jersey, là, c'est pas des communistes. Du moment qu'une industrie sort de son cadre à l'intérieur de l'usine, l'intérieur de l'usine, ça ne regarde pas les autorisations environnementales, mais l'air et l'eau, les sols, oui. Ce qui en le sort, le secret commercial ne tombe plus. Merci, messieurs. Merci de votre contribution à nos travaux. Alors, je vais lever la séance pendant quelques instants pour permettre au commissaire au développement durable de s'installer.